Merci d'être avec nous. Nous vivons ensemble les dernières heures, les dernières minutes même décisives. Les temps de parole sont calculés minute par minute. Manon Brie, par exemple, qui représentait les filles, je connais les minutes qui vous restent encore. Je devrais vous interrompre brutalement, de façon très impolie, quand on arrivera Essayez pile. d'en tirer le maximum. Voilà. Et évidemment, avec nos éditorialistes ce soir, d'abord, le sondage. Cet ultime sondage avant la période de réserve qui commence donc à minuit. J'aimerais vos premiers commentaires là-dessus. Et d'abord, sur l'élément évidemment frappant, c'est la puissance du Rassemblement national. Isabelle Saporta, quand on voit 36,5% en dépit des polémiques répétées, on reviendra plus tard dans l'émission notamment à l'histoire de la binationalité, mais apparemment il monte encore. Écoutez, moi, je suis hélas pas surprise. À partir du moment où il y a eu cette décision de dissoudre du président de la République, j'ai été à peu près persuadée que le RN aurait une majorité. Donc, je suis hélas pas très surprise par ces résultats. Je ne pense pas du tout, en plus, que ça va empêcher quoi que ce soit les polémiques. Je pense qu'elles répondent aux attentes, entre guillemets, de ce camp, en fait. Donc, je pense qu'il y a une volonté très claire de la part du Rassemblement national de faire... vous savez, vous avez reçu tout à l'heure Najat Vallaud-Belkacem et je pense qu'on y reviendra plus tard, mais que ce soit de Divine à Najat Vallaud-Belkacem à Karim Rissouli, il y a vraiment une volonté très claire, je pense, de la part du Rassemblement national de faire comprendre à tous ces Français qu'ils ne le sont plus tout à fait. Et est-ce que vous partagez ça, que cette ligne dure, enfin relativement dure du RN par rapport à ce qui précédait encore il y a quelques jours peut payer? Oui, je crois qu'il y a un double jeu qui s'est installé. Il y a une désinhibition qui s'est faite avec des dérapages que je crois très contrôlés d'un certain nombre de hiérarques du Rassemblement national, immédiatement et plus timidement contredit, là par Marine Le Pen, d'autres fois par Jordan Bardella, mais les désinhibitions, elles parlent à l'électorat. Et effectivement, vous avez un certain nombre de personnes, de personnalités dont on n'aurait jamais imaginé se demander qui ils étaient, à part les personnalités qu'ils sont, et que l'on connaît, et que l'on apprécie, qu'il s'agisse de Karim Rissouli, de la maire de Paris, de Manuel Valls, de je ne sais qui d'autre. Et tout d'un coup, on regarde les nationalités, les naissances, quand est-ce qu'on est arrivé en France, et on en est à ce point de régression absolue du débat public, avec une stratégie calculée. Le dérapage contrôlé, parce que d'un côté, on a besoin de rassurer les marchés, de rassurer l'électorat conservateur qui n'est pas complètement... Et là, vous montrez Guillaume Roquette. Oui, les lecteurs du Figaro Magazine. Et de l'autre côté, on veut quand même montrer que les digues sont lâchées. Laissez répondre. Parole à la défense, Guillaume. Alors moi, je pense exactement le contraire. Mais j'ai pas d'éléments pour le prouver. Moi, j'ai entendu ce matin Marine Le Pen sur une chaîne concurrente qui dénonçait avec une virulence que j'avais rarement entendue chez elle les propos d'un des députés de son parti qui disait que Najat Vallaud-Belkacem n'aurait pas dû être ministre de l'Éducation nationale parce que, je ne sais pas si c'est supposé ou si elle en parle, alors elle a double nationalité. Et je crois moi au contraire que le Rassemblement national s'est laissé emporter sur ce sujet sur lequel il n'est pas très à l'aise et qui préférait rester... Dans son programme ? C'est dans son programme, mais on ne sait pas... Il s'est emporté de rien du tout. C'est un de ses éléments fondamentaux, historiques, avec ce qu'il y a derrière, la double allégeance, ce que dit très bien son député. C'est pas un militant de base. Non, mais c'est pas ça. On n'a pas pris dans un coin de salle. Le programme du Rassemblement national, je pense que le programme du Rassemblement national, c'est plutôt la suppression du droit du sol et la fin du regroupement familial. Je pense que c'est plutôt ça. Là, vous faites de l'interprétation pour le coup. Manon Brie, est-ce que c'est irrésistible? Comment faire, de votre point de vue, pour résister à ce qui ressemble effectivement à une vague? D'abord, les élections n'ont pas eu lieu, elles ont lieu dimanche et on a encore quelques heures pour convaincre. Et il ne vous aura pas échappé, et le sondage est très clair en la matière, que le seul rempart possible face à l'accession du Rassemblement national au pouvoir, c'est le nouveau Front populaire. Dans un contexte où les macronistes sont en train de s'effondrer, dans un contexte où le Rassemblement national, vous l'avez dit, essaie de construire une société dans laquelle on oppose les Françaises et les Français les uns contre les autres, en fonction de leur couleur de peau, en fonction de leur religion, en fonction de leur origine, en fonction de leur nationalité. Et c'est un projet qui est dangereux pour le pays. Et en réalité, ce sont des élections législatives, c'est pas une présidentielle où juste le score est cumulé. Donc il y a énormément de circonscriptions où cela va se jouer à 50, 100 voix, 150 voix, et chaque voix va faire la différence. Et je veux dire, puisque ce sont les dernières heures de campagne, que chacune et chacun détient le pouvoir entre ses mains. Et s'il y a une mobilisation massive, alors cette vague
eh bien, on peut la submerger par une vague bien plus grande, celle d'un espoir du nouveau Front populaire qui va agir concrètement pour la vie des gens, qui va bloquer les prix des produits de première nécessité, qui va abroger la réforme des retraites, qui va augmenter le SMIC. Voilà ce qu'on propose pour le pays et qui est bien plus à même de l'apaiser que de monter les Françaises et les Français les uns contre les autres. Victor Hérault. Si vous voulez, même malgré le fait que Jordan Bardella ait été, par exemple, moi je considère assez en dessous dans les derniers débats, même malgré les propos de Roger Chudeau, même malgré les 66 ans, même malgré, si vous voulez, on a l'impression que rien ne bouge, que le résultat est figé, même il progresse. Pour ce qui est des dérapages, vous savez, Murray disait, ils ne dérapent pas à propos de la gauche, ils ne dérapent pas, ils sont la glace. On a l'impression qu'une grande partie du peuple français a juste envie de briser la glace et on a marre de parler de dérapage, etc. En réalité, cette question-là n'était même pas importante et les gens ne le prennent même pas en compte pour déterminer leur vote. Et si vous voulez, même malgré un programme assez vide, parce qu'on a vu que le programme du Rassemblement national, je vous donne un point, est assez vide. Le programme du nouveau Front populaire est bien plus travaillé. En réalité, les seuls qui ont joué le jeu d'une élection législative, c'est-à-dire technique, c'est-à-dire précise, c'est le nouveau Front populaire. Vous le reconnaissez. Mais vous voyez, je suis honnête. Éloge de LFI par Valeurs Actuelles, on ne s'attendait pas. On ne s'y attendait pas. Mais sauf que le Rassemblement national, au lieu d'aller dans la technicité et la précision, a fait une campagne en réalité présidentielle, c'est-à-dire sur des grands caps, des grandes lignes. Et en réalité, ça marche. Ils ont changé cette élection législative en élection présidentielle. Quand on parle de dérapage, et là on est dans votre camp, en tout cas ce sont des accusations qui sont portées toujours sur la personne, là encore dans les dernières heures de la campagne, sur Jean-Luc Mélenchon. À tort ou à raison, vous pourrez répondre. On lui reproche ses propos à nouveau sur la police. On peut peut-être lire ces propos qui ont beaucoup fait réagir. Que répondez-vous aux personnes scandant des slogans anti-police ? C'est absurde, mais on a le droit aussi de rigoler. Non, pas sur la mort des gens, mais quand les gamins disent... Et on poursuit, voilà. Là-dessus, sur le fait que Marine Le Pen a déjà exploité évidemment ce sujet-là. Tweet de réponse de Marine Le Pen. 15 150 policiers ont été blessés en 2023, plus de 40 par jour. Les propos ignobles de Jean-Luc Mélenchon laissent entrevoir ce qu'il adviendrait des forces de l'ordre et de notre sécurité si par le grand des malheurs, cette coalition d'extrême gauche animée d'une haine de la police arrivait au pouvoir. Est-ce qu'il est là, pour vous, encore un boulet ? Écoutez, cette campagne, elle a duré 3 semaines et dans ces 3 semaines, chaque jour, chaque heure, chaque minute, on a tenté de s'en prendre à Jean-Luc Mélenchon. Sur le fond de ses propos, il dit, et vous l'avez redit, vous l'avez cité, on ne doit pas rigoler sur la mort des gens, bien sûr, ce n'est pas drôle. Je veux dire, ça a le mérite de la clarté. On ne doit pas rigoler sur la mort des gens, bien sûr, ce n'est pas drôle. Voilà. Je suis pas tout à fait d'accord, mais si je peux me permettre. Je dis bien, c'est absurde, mais on a le droit aussi de rigoler, non. Mais personne va défendre ce qui a marqué sur ces pancartes. Franchement, j'ai pas d'autre mot, c'est débile. Et personne va le défendre sur le fond. Et quand bien, je suis sûr, vous inviteriez même la personne, je la connais pas, je sais pas qui c'est pas un membre de la France Insoumise, qui a fait cette pancarte, il vous dira, mais bien sûr, cette pancarte n'a aucun sens. Donc, vous voyez, je veux un peu dézoomer, parce qu'on peut s'amuser à prendre chaque mot, à faire des polémiques et tout. Ce qu'on essaie de faire, c'est de dresser une digue entre la France insoumise et le reste du champ politique. En faisant cela, les macronistes portent une très lourde responsabilité. Ça me rappelle ce vieux slogan, plutôt Hitler que le Front populaire. Eh bien, moi, je suis fière que ce Front populaire, uni, vous l'avez dit, derrière un programme commun, un programme de transformation sociale... Mais Manon Bry, est-ce que vous payez certains excès ? Question, pardon, là que les éditorialistes rebondissent là-dessus. Est-ce qu'il y a certains excès qui sont payés là, qui risquent d'être payés cash dans les dernières heures ? La question, c'est de savoir si oui ou non, les mots de Jean-Luc Mélenchon impriment sur un électorat qui est aussi très figé au nouveau Front populaire. Moi, ce que je pense, c'est que ceux qui sont autour de Jean-Luc Mélenchon, qu'il apprécie depuis 3 campagnes présidentielles, qui sont autour de lui, jeunes ou moins jeunes, LFI et plus largement, je ne pense pas que les mots, quels que soient les mots qu'il prononce, puissent avoir un impact sur le vote. Et c'est un peu comme Marine Le Pen, c'est un peu comme Jordan Bardella, ce sont des figures figées. On aime celui qui se fait appeler le vieux, et ça ne bouge pas. Le seul problème, ce sera après, entre les 2 tours évidemment, les négociations pour les histoires de circonscription et quand les tensions qui sont pour l'instant dans la marmite vont sortir parce qu'il y aura une détente. Mais pour l'instant, ça n'imprime pas. Moi, je crois qu'il se joue tout à fait un autre jeu là.
C'est exactement ce que faisait Jean-Marie Le Pen quand Marine Le Pen prend le pouvoir au FN et qu'il il redouble d'outrance pour essayer de se rappeler au bon souvenir de ceux qui essaieraient de jouer la partie. Oui, non, mais non. Mais attendez, laissez répondre Manon Aubry, elle doit faire du temps de parole et répondre parce que quand même là vous comparez. Attendez, non, s'il vous plaît. Non, Sophie, non, mais là Mélenchon sent que cette partie lui échappe et vous avez les propos de Ruffin qui sont les plus éclairants du monde et lui, je crois qu'il se fait consciemment l'agent électoral du RN parce qu'il les entraînera par le fond, par une polémique débile. Maître Klugman, vous venez de comparer Jean-Marie Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Leur technique et leur stratégie, tout à fait. Vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire? Absolument. Vous rendez compte? Je pourrais même en parler une demi-heure. Si je peux vous répondre, monsieur. Bien sûr, madame. Moi, ça fait 3 semaines, depuis le 9 juin, que j'ai une boule au ventre. Et cette boule, je vais vous dire, à l'approche là du 30 juin et du 7 juillet, c'est devenu un immense rocher que j'ai là, au fond des tripes. Parce que je pense aux premiers qui seraient les victimes de la politique du Rassemblement national, aux racisés, aux personnes musulmanes, pointées du doigt en raison de leur religion, aux droits des femmes. Moi, je pense beaucoup à une jeune fille violée à Courbevoie par des propos incitatifs à la haine qui ont été tenus dans votre parti. Je vous parler. La démocratie, le moindre des choses, c'est qu'on puisse s'exprimer. Et cette boule au ventre, je l'ai parce qu'on a le Rassemblement national aux portes du pouvoir. Et la réalité aujourd'hui, c'est que c'est seulement le Front populaire qui peut lui faire barrage. Et je vois bien la tentative de s'en prendre à Jean-Luc Mélenchon, mais à travers Jean-Luc Mélenchon, c'est au projet, au programme du nouveau Front populaire qu'on veut s'en prendre. Je me souviens, il y a quelques mois de cela, quand les écologistes étaient très forts après les élections municipales, c'est à eux qu'on s'en est pris, en les caricaturant, en leur jetant des anathèmes, en leur disant que c'était des Khmers verts ou je sais pas quoi. Eh bien, il se passe exactement la même chose avec Jean-Luc Mélenchon. Moi, ce que je défends, c'est un projet, c'est un programme. Et vous voyez, derrière Jean-Luc Mélenchon, il y a d'autres responsables politiques comme moi, mais dans tout le nouveau Front populaire. Et on a réussi un premier tour de force, un pari sur lequel n'avait pas compté Emmanuel Macron, c'est de réussir à s'unir. Eh bien moi je vais vous dire, le nouveau Front populaire, ça ne doit pas être un coup d'un soir où juste on s'est unis de manière électorale. On a un projet pour conquérir le pouvoir. Et ça doit se matérialiser là tout de suite. Et vous pouvez vous en prendre autant que vous voulez à Jean-Luc Mélenchon, parce que derrière lui, c'est un projet, un programme, et surtout énormément de responsables politiques, comme moi, de ma génération. Il le dit lui-même avec Jean-Luc Mélenchon. Avec nous, vous en avez pris pour 50 ans. Et vous eh bien, on continuera. Prenez vos responsabilités, Premier ministre. Prenez vos responsabilités. Madame Aubry, prenez vos responsabilités. Vous avez un homme qui discrédite votre projet, qui discrédite votre parole, qui discrédite vos positions, qui discrédite l'antiracisme, qui discrédite le mot Front populaire, qui discrédite l'antiracisme. Mais Patrick Klugman, il le fait sciemment, il le fait consciemment. Et vous voulez que je vous dise, il le fait contre vous. Non, allez. Parce que ce qu'il ferait plus mal. Laissez répondre. Patrick Klugman, laissez répondre. Votre 10e arrondissement de Paris, mais allez dans les quartiers populaires. Moi, j'ai déjà fait du porte-à-porte et je me suis déjà déplacée avec lui dans ces quartiers. Et il y a énormément d'endroits de France où vous savez ce qu'ils disent à Jean-Luc Mélenchon. Ils disent merci d'avoir tenu bon. Merci d'avoir tenu bon contre le racisme qui s'exprime de manière complètement décomplexée. Et à tous ces gens-là, Jean-Luc Mélenchon est un repère. Et ça tombe bien, c'est pas le seul repère à gauche. Et c'est la force de ce nouveau Front populaire. C'est la force de sa diversité, mais qui est unie derrière un message et un programme commun. Et vous voyez, il y a d'autres questions, objections ou soutien, d'ailleurs, je sais pas, d'Isabelle Saporta et ensuite Victor Hérault. Patrick Klugman, mais on est quand même à la veille de l'avènement du Rassemblement national à la tête de la France, et vous-même qui partagez quand même, je sais pas, 75% des idées de Manon Aubry, vous lui tapez dessus avec une... Non, je tape sur Jean-Luc Mélenchon en lui disant que c'est son pire adversaire et que c'est allié objectif de responsabilité, monsieur. Pardonnez-moi. Je la prends. On se retrouve donc avec une campagne de la gauche qui a été menée chaque jour, jour après jour, sur n'êtes-vous pas antisémite? Et chaque jour, on leur a demandé de prouver qu'ils n'étaient pas antisémites. Isabelle Saporta, il n'y a pas de raison. On a été condamnés? Franchement, moi, je trouve que cette campagne... Mais attendez que les affaires arrivent. Cette campagne... On n'a pas été condamnés. Pardonnez-moi. Les yeux dans les yeux. Demain... on a le 8 juillet, puisque c'est ça qui va arriver. On va avoir le Rassemblement national au pouvoir. On va avoir... comment on va faire? Ça va être quoi les premiers jours du Rassemblement national? Par exemple, les femmes voilées dont vous parliez. Les femmes voilées qui ne voudront pas retirer leur voile dans l'espace public. On fait quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Attendez, Isabelle Saporta, mais attendez, qui a trahi la laïcité? Vous lui demandez aux copains de Charlie Hebdo qui les a trahis? Pardonnez-moi. Eux qui se sont fait buter par les islamistes. Est-ce que vous pensez... Vous voulez demander à Malkas ce qu'il pense de Jean-Luc Mélenchon? Ah non, mais moi... Mais on est responsable de l'attentat de Charlie Hebdo.
Non, laissez répondre Manon Bry. Laissez répondre Manon Bry, s'il vous plaît. Oui, c'est extrêmement grave. Vous pensez qu'on est responsable de l'attentat de Charlie Hebdo? Non, je pense que vous avez trahi ceux qui sont morts. Patrick Lookman, Vous les avez laissez trahis répondre. et tous ceux qui sont de Charlie Hebdo. Patrick Lookman, s'il vous plaît, laissez répondre Manon Bry. Mais vous voyez, et je rejoins Isabelle Saporta en cela, on est peut-être à quelques jours de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Et quelqu'un qui, dans une autre vie, s'est dit de gauche, s'en prend à ses camarades de gauche en leur mettant une cible dans leur dos et en leur disant qu'ils sont responsables aujourd'hui de la montée du racisme sous toutes ses formes et des discriminations sous toutes ses formes dans notre pays. Mais c'est irresponsable. Monsieur, jamais quelqu'un dans mon parti n'a été condamné pour antisémitisme. En revanche, du côté du Rassemblement national, ils ont été créés par des anciens Waffen-SS. Ils ont investi des dizaines de candidats qui ont tenu des propos racistes et antisémites et qui ont même été condamnés pour cela. Vous avez monsieur Boccaletti, je vous ai laissé parler. Vous avez monsieur Boccaletti, candidat dans le Var, qui tient une librairie négationniste. Je peux vous faire la liste, elle est longue. Éric Minet, pour les Français de l'étranger, qui tient aussi une librairie négationniste. Joseph Martin, si vous permettez, pardon. Madame Bry, je peux vous la Manon Bry, on recevra dans quelques instants Manon Bry. De l'extrême droite. Manon Bry, s'il vous plaît. Ne vous trompez pas. Expliquez ça aux Français. En essayant d'affaiblir la gauche, ce que vous faites, en réalité, s'il vous plaît, l'un et l'autre de Pétain et les héritiers des Waffen-SS au pouvoir. L'histoire jugera ce qui est en train de se passer. Dites-moi ça, moi, j'en supplie. Madame Aubry, j'avais pas le droit de vote, je militais contre la FN. Qu'est-ce que vous savez de mon histoire? Je sais pas, mais moi je ne vous autorise pas à dire la mienne. Qu'est-ce que vous savez de mon histoire? Vous en savez. Ça, c'est la gauche, en fait. Oui. Ça, c'est la gauche plurielle, et ça, c'est le Front populaire. Donc, vous donnez, pardonnez-moi, Mélenchon et l'agent électoral du RN, une image détestable. Non, mais pardonnez-moi, après, comment vous voulez qu'il y ait un report de voix au deuxième tour si ça donne ça, en fait? Isabelle Saporta. Sur une seule fois, là, où on est sur un débat, il n'y a pas moyen de se parler sans se hurler dessus. Vous n'écoutez pas ce qu'elle vous dit. Il n'y a pas un moment où vous écoutez. Isabelle Saporta, on poursuivra ce débat dans quelques instants. Restez avec nous, puisqu'effectivement, il y a ce débat. Il y a le représentant du Rassemblement national qui d'ailleurs répondra à vos accusations également, et la polémique très vive sur les binationaux. A tout de suite. Merci d'être toujours avec nous. Nous vivons vraiment, je le disais, les dernières minutes même de temps de parole, puisque vous avez encore, je crois, 3 minutes 30 à peu près, Manon Bry. Merci de vous y tenir. Pardon, je serai très impoli quand ce sera fini. C'est la règle, il n'y a pas de Voilà, c'est la règle. Merci beaucoup à vous. Nous sommes toujours avec Isabelle Saporta, avec Sophie Dravinel, avec Victor Hérault, avec Guillaume Roquette, avec Patrick Klugman. Nous en étions à Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon a tout, ou Boulet dans ses dernières heures de campagne. On verra que chacun a sa croix, puisqu'on va parler aussi de la polémique sur la binationalité du côté du Rassemblement national. Mais c'est quelques mots encore sur Jean-Luc Mélenchon. Le choix, certains disent de la radicalité ou de l'excès. Voilà. Est-ce que finalement c'est payant ou au contraire, est-ce que c'est handicapant? Donc ces dernières 3 minutes, Manon, ça va être sur Mélenchon encore une fois. Alors vous êtes libre de rebondir. Vous lui feriez la démonstration. Vous avez la démonstration du problème de cette campagne. C'est-à-dire que dans ces 3 semaines, on a passé 3 semaines à ce que littéralement on essaie de nous taper dessus du matin au soir. Mais il l'a Donc, cherché, je vais utiliser. Jean-Luc Mélenchon, il a fait 22% à la dernière élection présidentielle. Vous êtes d'accord ou non avec Jean-Luc Mélenchon, y compris sa forme, son style, tout ce que vous voulez? Il a permis à la gauche de se relever et de se tenir debout. Vous savez, je vous le dis en tant que députée européenne, il y a un certain nombre de pays européens où l'extrême droite a déjà gagné et la gauche a été rayée de la carte. Eh bien, si la gauche existe dans ce pays encore aujourd'hui, peut-être qu'on le doit en partie, pas uniquement, mais en partie à Jean-Luc Mélenchon. Mais cette question, cette campagne, c'est pas Jean-Luc Mélenchon ou pas. La question derrière, c'est les idées, le projet, le programme que l'on porte. Et permettez-moi, Darius Rochemin, de passer mes dernières quelques secondes de cette campagne à redonner un petit peu d'espoir aux gens, à redonner le sourire, à redire aux gens qu'ils votent avant tout pour un projet et un programme. Et que dans ce programme, il y a l'horizon d'une transformation de la société, de prendre enfin un bras-le-corps, par exemple la catastrophe écologique, d'agir contre les violences faites aux femmes, de redistribuer les richesses quand on a les 500 plus grandes familles qui possèdent 45% des richesses. Je sais que vous vous impatientez, mais vous impatientez à chaque fois que je parle de programme, pour à chaque fois qu'on nous ramène à une histoire de personnes. Eh bien, c'est avec cette grande équipe de France qu'on va réussir à transformer le pays. Et je le dis à tous ces gens-là qui hésitaient à aller voter. Il n'y a que 70% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui ont prévu d'aller voter. C'est 80% pour les électeurs de Marine Le Pen. Si les 10 points supplémentaires viennent voter, alors
on peut gagner. Manon, vous vous trompez. J'allais au contraire, d'une certaine manière, mettre de l'eau à votre moulin en vous posant la question. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon ne fait pas le pari de ce que François Mitterrand a fait à une certaine époque, c'est-à-dire, c'est pas la ligne prétendument ouverte d'un rocard qui marche, c'est au contraire tenir un discours très catégorisé à gauche, vraiment à gauche, très déterminé, même dans l'excès parfois, mais il faut ça. Absolument. Et c'est pas le discours radical de la gauche, c'est le discours radical d'une gauche. C'est-à-dire qu'il n'existe plus vraiment, en tout cas au sein de la gauche, une seule voix unique sur la façon d'exprimer. Et Jean-Luc Mélenchon a choisi un courant. Évidemment, et ça s'est vu, j'ai fait 3 campagnes avec lui, il a changé au fil de ses campagnes, il a vu qu'il fallait, il le dit lui-même, quand je vais dans les quartiers, les portes s'ouvrent, c'est moi, c'est sa figure, c'est son incarnation. Il a fait ce choix-là, c'est un choix stratégique, c'est sans doute le meilleur des stratèges politiques. Il a fait ce choix-là. Évidemment que c'est un choix extrême et que c'est un choix qui ne convient pas à toute la gauche. Et je ne sais pas jusqu'où il pourra aller. Une chose dont je suis sûre, contrairement à ce que disait Patrick Lugman tout à l'heure, c'est qu'il n'est pas du tout en recul. Il a l'argent de son parti, il a le logo et il a aussi le mégaphone, c'est-à-dire cette force d'expression. Et je l'ai suivi dans des dizaines de meetings. Et tout le monde le reconnaît. On parlait de Mitterrand, c'est le meilleur orateur. Après, il a fait un choix qui est extrêmement radical et on voit avec François Ruffin qui a décidé de sortir du bois, avec d'autres, Alexis Corbière, j'ai vu qu'il y a des sondages d'ailleurs le donnaient gagnant. Il a fait le choix de s'opposer à Jean-Luc Mélenchon. Et là, Jean-Luc Mélenchon, il est aux abois, comme sans doute rarement il l'a été. Et son camarade Adrien Quatennens est venu l'aider. Et là, c'est un bras de fer entre les deux et on verra qui en sort gagnant. Passons en revue, si vous le voulez, les hypothèses. On est toujours sur ce sondage, ce dernier sondage, la dernière ligne droite des dernières heures. Une hypothèse qui a été émise par Europe 1, qui est intéressante à observer, c'est le gouvernement technicien, gouvernement d'union. Europe 1 présente même des hypothèses de nom, on peut les afficher ici. Monsieur Cazeneuve, Madame Lagarde, Jean-François Copé, qui était notre invité tout à l'heure dans l'émission, Michel Barnier, Jean-Pierre Raffarin. Est-ce que vous croyez à l'hypothèse d'une sorte de gouvernement technicien, technique, comme il y a eu en d'autres temps Draghi en Italie, pour faire pièce au Rassemblement national, si le RN n'a pas la majorité absolue? Absolument pas, pour une simple et bonne raison, c'est que vous pouvez faire tous les gouvernements techniques que vous voulez, il faut ensuite faire adopter des lois à l'Assemblée nationale, faire adopter le budget. Et si Emmanuel Macron, même en allant chercher de manière assez large, n'a pas de majorité, ce qu'il se dessine, eh bien alors il ne sera pas en capacité de gouverner. Ça veut dire que vous vous opposerez à un tel gouvernement, précisément que vous refuseriez des lois, que vous refuseriez peut-être la... Si on a un gouvernement qui continue dans la droite lignée du programme d'Emmanuel Macron, qui a multiplié les cadeaux fiscaux aux plus riches, qui n'a rien fait face à la catastrophe climatique, oui, j'ai le mérite de la cohérence politique et je continuerai à m'opposer à ce programme-là et je continuerai à défendre une autre voie et c'est pour ça que nous, on va se battre pour avoir une majorité. Si c'est ça ou Bardella, vous faites quoi? Mais vous savez, c'est pas à moi qu'il faut poser la question puisqu'il va y avoir entre 100 et 200 triangulaires et que dans ces 100 à 200 triangulaires, nous serons en première ou en deuxième position dans l'écrasante majorité. On a une chambre qui présente 2 alternatives. Mais monsieur, je ne vais pas voter pour un budget, par exemple, qui continue les cadeaux fiscaux aux plus riches. Donc Bardella. Mais s'opposer au gouvernement ne veut pas dire voter Bardella. Et pour le coup, c'est votre vous pouvez pas me le dire à moi, puisque nous disons extrêmement clairement qu'il faut battre et combattre le Rassemblement national. Ça veut dire qu'il ne faut pas une voix pour le Rassemblement national, et nous ferons tout notre possible pour cela. Mais de l'autre côté, vous avez les macronistes qui, eux, renvoient dos à dos la gauche et le Rassemblement national. Et c'est irresponsable. Et le chaos politique dans lequel, je partage votre question, on pourrait se retrouver d'ici quelques jours, aura été créé par Emmanuel Macron, raison pour laquelle il faut réussir à en sortir avec un souffle d'espoir qui est celui du nouveau Front populaire. Merci Manon Aubry. Voilà, vous êtes exactement, vous ne pouvez plus dire un mot. Vous avez le droit de même pas dire au revoir si vous voulez. Merci d'avoir été notre invité. On continue la discussion. Merci beaucoup, Madame la députée, d'avoir été là.